bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de rénovabilité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Or, zinc, manganèse, le sol burkinabé regorge de trésors. Il attire les regards du monde entier. Mais dans l'ombre de cette richesse, une question tenace: à qui profite vraiment l'or du Burkina Faso? Promesses de croissance, mais aussi frustration populaire, conflits d'intérêts, désastres environnementaux. Le secteur minier est aujourd'hui au cœur d'une réforme majeure. Le nouveau code minier est sur la table. Il promet plus de transparence, davantage de justice sociale et une meilleure redistribution des richesses. Mais au-delà des mots, que dit vraiment cette loi? Est-elle un tournant ou un mirage? Quelle garantie pour les communautés, pour les opérateurs économiques, pour l'État? Dans ce troisième numéro de votre émission Face aux Veilles, nous vous amenons au cœur des enjeux d'un secteur stratégique aujourd'hui et décisif demain. Décryptage, débat et témoignages autour du nouveau code minier du Burkina Faso. Bienvenue dans votre rendez-vous mensuel coproduit par BF1 et le studio Yafa de la Fondation Hirondelle à travers le programme Face aux Veilles, faciliter la redevabilité et la veille citoyenne. Et ce soir, la redevabilité et la veille citoyenne sera donc au menu de cette session. Et pour en parler, nous avons des invités de premier plan, un public averti, des données exclusives. Et vous aussi, téléspectateurs, vous avez la parole. N'est-ce pas, Astrid Nikiema? Tout à fait. Abdul Razak, mesdames, messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous de redevabilité et de veille citoyenne. Et pour décrypter le nouveau code minier ce soir, nous avons à nos côtés Dodobzanga Tousma. Il est le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Jonas Yen. Il est le directeur du programme de l'ONG ORCAD, le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, c'est bien ça, Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Et Yves Zongo, président du conseil d'administration de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci à tous de répondre à notre invitation, sans oublier également notre public de ce soir, composé des membres de l'ONG ORCAD, de la Fondation Hirondelle, de l'Institut international de management et de l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou. Bonsoir à tous et bienvenue. Une fois de plus, bienvenue à tous. Et Astrid, comme il est de coutume, régulièrement dans cette émission, nous organisons des sondages. Ce numéro n'a pas échappé. Que dit les sondages aujourd'hui à travers notre partenaire Viamo sur le 3-2-1? Que disent les résultats, Astrid? Effectivement, Razak, c'est plus de 3500 personnes qui ont bien voulu se prêter à cet exercice de l'émission Face aux Veilles, publiée le 26 mai 2025 sur le 3-2-1. Et selon ce sondage rapide, plus de la moitié, soit 55,2% des personnes qui ont souhaité participer au sondage n'ont aucune idée sur la loi du nouveau code minier au Burkina Faso, contre seulement un tiers, c'est-à-dire 30,8% des répondants qui connaissent le contenu de cette loi. À la même question, il faut noter que 14% des participants n'ont pas souhaité donner leur avis. Pour l'appréciation de l'impact du nouveau code minier pour le Burkina Faso, plus de la moitié, c'est-à-dire 58,7% des participants à ce sondage, évaluent l'impact comme étant significatif pour le Burkina Faso. 17,9% pensent qu'il est modéré et 7,77% pensent qu'il est faible. 3,2% pensent qu'il n'y a aucun impact et 12,5% des participants n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce sondage pour l'émission de ce soir, Razak. Merci Astrid. Chiffre marquant tout de suite, là je vais m'adresser à M. Dodobzanga.
55,2% des personnes qui ont souhaité en tout cas participer à ce sondage disent ne pas connaître le contenu de la loi, de la nouvelle loi sur le code minier. Qu'est-ce que ça suscite tout de suite en vous comme réaction? Merci bien, M. Traoré. Il faut se dire que la loi sur le code minier a été adoptée récemment, le 18 juillet 2024. À l'adoption du code, ce qui a été demandé par le législatif, je veux dire l'Assemblée législative de transition, elle a demandé à l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qu'il ne suffit pas d'avoir de beaux textes, mais il faut également qu'ils soient connus par le peuple, par la population. Et à travers cette recommandation, il y a tout un programme de vulgarisation du code minier. Et déjà, nous sommes en 2025, presque la moitié même de l'année que nous avons déjà entamé. Il y a déjà au moins plus de 7 ateliers que nous avons organisés, effectivement, pour vulgariser le code minier. Mais pour l'année qui reste, nous sommes chargés de tout faire pour que chaque région puisse être visitée et que ce code-là soit vulgarisé. Alors, ceux qui disent qu'ils ne connaissent pas le contenu de la loi, en droit, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pour dire qu'une fois que la loi a été adoptée, il faut que les gens aient cette curiosité d'avoir cette loi et d'en connaître le contenu. La loi est votée, mais il y a beaucoup de références, des renvois pour la prise d'actes réglementaires. Et tout ça, on ne pouvait pas aussi aller vulgariser parce que la loi pose des principes. Mais quand les actes réglementaires, je parlais les décrets ou bien les arrêtés, viennent donner beaucoup plus les détails pour qu'on puisse comprendre effectivement cette loi-là. Et nous étions dans la dynamique effectivement de l'adoption des textes réglementaires. Et à ce jour, nous avons au moins tout ce qu'il y a comme décret, on a une vingtaine. Vous voyez, de 18 juillet à l'heure où je vous parle, tous les décrets ont été adoptés en Conseil des ministres. C'est extraordinaire, on n'est pas habitué à ça au Burkina. Généralement, les lois, quand elles sont adoptées, il faut attendre des années plus tard avant de voir les décrets d'adoption. Effectivement, quand on écoute le public, c'est une première. Moi, étant burkinabé, je suis né ici, je suis juriste, mais c'est une première fois, en tout cas, que nous voyons vraiment une telle donne. Merci et félicitations à tous les acteurs. Alors, dans le fond, quand on parle de nouvelle loi, ça veut dire qu'il y a une ancienne qui est supposée caduque. Quels étaient les principaux reproches à propos justement de cette ancienne loi? Merci bien, Razak. Il faut se dire que l'ancienne loi, c'est la loi 036 de 2015, CNT, portant code minier de Burkina Faso. Dans cette loi, l'élément principal est que quand vous prenez le code comment on appelle ça, le règlement de l'UEMOA, portant code minier communautaire, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues et que, bon, comme c'est un règlement, il est d'application immédiate. Mais il se trouve que notre loi, qui devrait être une référence aussi de la loi communautaire, nous était un peu en porte-à-faux. Je vous prends un exemple concret, c'est les exonérations. Quand vous prenez le code communautaire, pour ce qui est des exonérations, c'est en phase de recherche pour ce qui concerne pour les sociétés minières. Mais quand vous prenez le code de 2015, même en phase d'exploitation, c'est pour dire qu'en phase de recherche, on exonère. En phase d'exploitation, on exonère aussi. Pourtant, le code communautaire dit qu'en phase d'exploitation, on doit cesser d'exonérer. Alors, autrement, pour le grand public qui nous suit ce soir, oui, qu'est-ce que cela change concrètement? Ce qui a changé, donc je viens maintenant au cours de 2024. Allons-y. Ce que je viens de dire pour ce qui concerne le cours de 2015, on a supprimé les exonérations qui étaient accordées aux sociétés minières en phase d'exploitation. Ça, c'est une première. C'est donc plus de ressources pour l'État. Effectivement. Deuxième élément, quand vous prenez le cours de 2015, la part qui revenait à l'État, qu'on appelle le dividende prioritaire, était de 10%. Avec ce code, l'État passe
de 10% à 15%. Quand vous prenez le code communautaire, la fourchette est donnée. Chaque État membre peut mettre en œuvre effectivement cette disposition entre la fourchette est de 10 à 15%. Et nous, au Burkina Faso, je peux dire que si vous regardez la plupart des pays membres de l'UEMOA, vous regardez cette disposition, nous sommes actuellement le seul pays à avoir pris la décision de prendre les 15%. Et au-delà des 15% qu'on dit qu'à titre gratuit... Mais cela suscite une petite inquiétude pour moi. Oui. Est-ce qu'on ne va pas inquiéter peut-être les investisseurs? Pourquoi inquiéter les investisseurs? C'est le code communautaire. Et même si le code communautaire ne l'a pas prévu, si vous prenez ce code-là, nous le qualifions d'un code de souveraineté. Donc, quand vous voulez être souverain, il faut accepter effectivement... C'est le prix. Le prix. Et pour vous rassurer que on n'a pas pris ces dispositions, ces nouvelles mesures contre les investisseurs, parce qu'avec le nouveau code minier, la part belle a été réservée aux nationaux. Est-ce que nous pouvons voter de loi contre C'est le changement de cap. Voilà, le changement de cap. Autre innovation que je pense importante à vous en parler, c'est la réserve d'or. C'est une première. Donc, quand vous prenez le code de 2024, il est prévu à l'article 4 que désormais, l'État va constituer une réserve d'or. Il y a beaucoup d'innovations, ce qui a d'ailleurs contribué à renflouer les caisses de l'État. Malheureusement, les chiffres sont là. Vous l'avez dit dès l'entame de cette émission, nul n'est censé ignorer la loi. Malheureusement, selon les chiffres du sondage, plus de 55% des personnes qui ont bien voulu se prêter ignorent le contenu de ce nouveau code minier. Une réaction là-dessus? Bon, je suis étonné que, bon, ça peut se comprendre. Il faut se dire aussi que les Burkinabés n'aiment pas lire. Ça, j'assume. Tout à l'heure, j'ai parlé au doyen lors d'une émission, un atelier. Il y avait des étudiants parmi nous. C'était en février passé. Un étudiant qui s'est levé pour poser la question que lui, il en veut au ministère des Mines, quand l'adoption du nouveau code minier. Un étudiant, en février, alors que la loi a été votée depuis juillet de 2024. Bon, mais comme je vous disais à l'entame de mes propos, il y a un vaste programme de vulgarisation qui est prévu, parce que cette loi, il faut qu'elle soit connue de tous. Quand on la connaît, au moins on est à l'aise aussi de la faire vulgariser. Et c'est en même temps, cette tribune-là, c'est une des tribunes qui permet effectivement de vulgariser cette loi-là. Et c'est surtout les textes d'application. D'accord. Voilà. Monsieur Jonas Yen, vous êtes le président des programmes de l'ONG ORCAD. Est-ce que ce nouveau code minier renforce effectivement la transparence? Bon, d'abord, je dois vous dire que il n'y a pas de malheureusement. Vous avez dit tantôt malheureusement le sondage. Il n'y a pas de malheureusement. Parce que comme il a dit, la connaissance d'une loi, c'est un tout. C'est la loi elle-même. Ce sont ces textes d'application. Sinon, vous risquez de connaître la loi à moitié. Parce que la plupart des dispositions de la loi, ce sont des orientations. Les textes réglementaires viennent apporter des précisions et des modalités pratiques d'exécution de la loi. Donc, quand vous expliquez une loi, tout simplement, sans expliquer les textes réglementaires, c'est comme si vous l'avez expliqué à moitié. Donc, pour qu'un citoyen puisse comprendre le bien fondé d'une disposition, d'une loi, il faut qu'il la comprenne dans ce tout-là. Alors que la meilleure vulgarisation d'une loi, c'est de le faire à la fois avec les textes d'application. Parce que vous avez ce que dit une disposition, vous avez ce qu'un texte d'application vient apporter comme précision, et vous avez ce qu'un arrêté, par exemple, vient encore préciser davantage comme modalité pratique. Là, ça permet de mieux comprendre. Et comme il a dit, les textes d'application, notamment les décrets, ont été pris de façon rapide, ce qui est
très rare, sinon même inexistant dans notre pays. La signature de ce décret-là a été faite il n'y a pas longtemps, ce qui nous renforce dans les actions de vulgarisation, comme cette activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui participe à cette vulgarisation de cette loi, en plus des activités terrain que les différents acteurs seront appelés à faire pour faire en sorte qu'effectivement cette loi-là soit bien connue. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas une bonne compréhension ou une bonne information de ce contenu de cette loi-là. Dans l'attribution des permis et de revenus extractifs, vous êtes une ONG spécialisée dans ce domaine. Sur le terrain, est-ce que vraiment il y a de la transparence avec ce nouveau code minier? Je ne sais pas ce que vous voulez dire sur le terrain, mais la loi elle-même crée des dispositions de promotion de transparence. C'est-à-dire, pour connaître s'il y a la transparence, il faut voir ce que la loi dit en matière de transparence. Si je vous prends quelques exemples, la loi dit que désormais, en matière d'attribution des permis de recherche, on ne va plus donner à des personnes physiques, mais à des personnes morales. Cette disposition, par exemple, participe non seulement à la transparence dans l'attribution des permis de recherche, mais aussi participe à la lutte contre la corruption dans l'octroi. Parce que de par le passé, il était permis à des personnes physiques d'avoir le permis de recherche. Et on le prenait pour faire de la spéculation. Et en matière de spéculation, vous savez ce que ça comporte comme manifestation de corruption. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actifs miniers. Les actifs miniers, ce sont les permis soit retirés par l'État, soit abandonnés par un titulaire. La loi dit que pour réattribuer ça à une société, non seulement il faut évaluer sa valeur, ensuite il y a tout un processus pour pouvoir octroyer ça de façon transparente, pour que non seulement l'État ne perde pas, parce que le fait de l'évaluer, ça dit que si le permis coûte tant de milliards, si vous devez attribuer ça à quelqu'un, la personne, à défaut de l'acheter plus cher, on ne doit pas le vendre moins cher que le prix d'évaluation. Ça, c'est une question de transparence. Donc, il y a beaucoup de dispositions comme ça. Qu'en est-il des revenus extractifs? Bon, les revenus extractifs, vous voulez parler de la gestion des revenus? Bien sûr. Voilà, pour faire simple, l'argent de l'or que l'État gagne, comment il gère ça? D'abord, il faut savoir que l'argent de l'or, c'est des ressources publiques, comme l'argent des patates, des cotons, des ignames. Je ne sais pas si le Bangui rapporte quelque chose aux recettes à l'État central. Si c'est le cas, c'est le même argent qui rentre au trésor public. L'État maintenant a ses mécanismes d'allocation de ces ressources-là. Maintenant, pour comprendre ces différents mécanismes, ça c'est un exercice encore qu'il faut apprendre à connaître, comment l'État redistribue l'argent qui est dans son trésor public pour pouvoir faire des routes, des écoles, des dispensaires et autres. Donc ça, c'est le mode de gestion classique. Je pose la question, excusez-moi, parce que ce sont des récriminations qui reviennent très souvent. Le Burkina est immensement riche, nous avons engrangé tel milliard de francs CFA, des dizaines de milliards de francs CFA, mais il y a toujours cette éternelle question, ces populations qui se demandent où sont passées toutes ces ressources. Je suis en train d'arriver. Justement, c'est en tenant compte de ces récriminations que le Fonds minier de développement a été créé, qui est une partie de ces revenus miniers qui va directement maintenant sur le terrain pour les communautés, à travers les conseils régionaux et les conseils municipaux, donc au niveau des mairies et au niveau
des conseils régionaux. Ça, c'est de l'argent de l'or qui va directement sur le terrain. Donc, en matière de gestion, c'est ce qu'on peut dire qui va directement sur le terrain pour les communautés. Donc, qui sont gérés à travers les plans locaux et les plans régionaux de développement. Mais avec le nouveau code, qu'est-ce qui va changer? Parce que ce que vous développez a été également dans la loi de 2015. On a déjà constaté quelques effets sur le terrain dans certaines communes minières qui sont même devenues des milliardaires. On l'a constaté. Mais il y a eu aussi des récriminations, des reproches avec l'ancien code. Avec le nouveau, qu'est-ce qui va changer au profit des populations? Ce qui change avec le nouveau code, c'est que l'appellation Fonds minier de développement local est appelée maintenant Fonds minier de développement tout court. On a enlevé le mot local pour prendre en compte la nouvelle vision de développement du pays, les nouvelles orientations des autorités qui prennent en compte désormais le développement endogène. En dehors des changements d'appellation, ce fonds minier demeure. Il va continuer à être alimenté comme avant. Et avec une clé de répartition qui a été modifiée à un moment donné, même avant l'adoption du nouveau code minier. Alors donc, qui finance les plans communaux de développement, qui finance les plans régionaux de développement, qui finance le fonds de soutien patriotique. Maintenant, c'est la clé de répartition qui a été modifiée pour pouvoir faire ce prélèvement-là au profit du fonds de soutien patriotique. Donc, le fonds minier change. L'autre changement que le gouvernement a apporté, c'est de dire que désormais, il faut mettre l'accent sur les projets à fort impact pour les populations. Donc, ce qu'on appelle les projets structurants. Si on rentre dans une commune, on voit des réalisations, qu'on voit que c'est des réalisations qui font profiter à des générations futures pendant des années, et non des projets de façon sporadique qui vont disparaître même peut-être avant la fin de l'exploitation minière. Donc c'est pourquoi le changement, le gouvernement a voulu que désormais, ce type de projet-là suive un certain circuit jusqu'en Conseil des ministres pour pouvoir s'assurer que c'est effectivement des projets qui auront un fort impact pour la population. Parce que comme vous l'avez dit, il y a des communes aujourd'hui milliardaires du fait de ce fonds minier. Mais quand vous traversez ces communes-là, vous ne sentez pas qu'elles ont reçu des milliards provenant du fonds minier de développement local. Ça voudrait dire quoi? Que la ressource qui est épuisable dans la localité va finir et les populations vont continuer à vivre dans la paupérisation comme si on n'a jamais sorti l'or dans cette commune-là. Donc c'est cet esprit-là qui a prévalu qu'il y ait une réforme qui fasse en sorte que désormais on réoriente l'utilisation des ressources de ce fonds minier de développement pour que effectivement les projets qui vont être désormais mis en œuvre non seulement tiennent compte de cette vision de développement durable et endogène et que ça puisse mettre fin à ces récriminations des populations. Puisqu'on parle de changement, qu'en est-il des compagnies minières? Qu'est-ce qui change pour eux? Bon, je ne vois pas ce qui change pour eux. En attendant que le ministère change, ce qui est sûr, on est toujours ensemble. La loi n'a pas été faite de façon aveugle, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser, parce que j'avais entendu dire, est-ce qu'on n'inquiète pas les investisseurs? Bon, je ne sais pas s'il faut inquiéter plus le peuple burkinabé. Alors, cette loi, c'est une loi qui va plus apporter aux Burkinabés. Et moi, en la matière, je ne tergiverse pas. Si un investisseur estime que la loi du Burkina l'arrange, qu'il reste avec nous. S'il pense que ça ne l'arrange pas, c'est ce que nous avons trouvé de bon pour les Burkinabés. La loi ne peut pas être faite au détriment de sa population. C'est le plus important. Voilà. Merci. Monsieur Yves Zongo, dites-nous quel est votre regard sur l'adoption de ce nouveau code minier? Ce code minier, nous le trouvons assez révolutionnaire,
mais déjà pris sur moins de 9 mois, les décrets sont déjà signés. C'est vraiment formidable parce qu'en 2015, nous avons pris entre 6 et 7 ans pour avoir ces décrets étudiés et au bout d'être finalisés, ou en fait d'être entièrement signés. Et c'est ces décrets et ces arrêtés qui sont devenus la loi sur le contenu local. Prendre 7 ans pour adopter des décrets et prendre 7 mois, je pense qu'on a divisé quelque chose par un chiffre important et c'est déjà une très bonne chose. Je dirais que dans cette loi, et en travaillant pour que ces éléments améliorent les revenus des Burkinabés et mettent les Burkinabés dans la sécurité, quand on est vers le bout, quand on finit de les adopter, on semble aussi inquiet. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons être à 25% du revenu minier pour les fournisseurs miniers. Nous sommes déjà à 37% à 1100 milliards. Mais quand on regarde ce montant très important, on n'a pas transformé. On a seulement acheté et vendre. Et quand on achète et on vend seulement en dehors des services, il n'y a que 10, 20 ou 30%. Et dans les services, parfois, en mettant de l'argent, au finish, on pense avoir gagné pour certains services de mines qui transportent ou qui escavent, qui sont autour de 2 milliards par mois. Quand on fait le compte, est-ce que le chiffre d'affaires joue beaucoup ou change quelque chose dans le panier de la ménagère? Et je pense, comme je l'ai déjà dit, il y a un certain nombre de choses qu'il faut arrimer. Je pense que le code de la famille pourrait bien être arrimé au code minier pour arranger quelques éléments qui passent de travers. Les uns et les autres, quand on parle de la divulgation, nous prenons le temps de regarder les décrets. Une dizaine d'arrêtés ne sont pas encore signés, mais ceux qui sont en face, qui sont des opérateurs économiques, et comme nous le discutons ensemble, ont aussi leurs conseils particuliers d'avocats, de juristes, qui, quand nous avons ces éléments, on est en train de discuter, et ils sont déjà à la conclusion. Et ils savent comment faire. Et je pense aussi que c'est à leur mérite de savoir nous contourner. Mais c'est aussi en retour, les hommes, les acteurs de la société civile, les fournisseurs miniers comme le ministère, de chercher à trouver les voies et moyens pour que ce qui est appliqué à la lettre soit appliqué aussi à l'esprit. Merci, M. Zongo. Ça, c'est ce que vous pensiez. Maintenant, nous allons essayer de voir ce que les populations à travers le Burkina Faso pensent de cette question de gouvernance minière. On regarde tout de suite et on revient. On commence le travail, mais les jeunes n'ont pas de travail, n'ont pas de métier pour le moment. Parce qu'ils ont occupé les champs pour cultiver, il n'y a pas de champs pour cultiver. Ils ont occupé où les ouvriers travaillent avec les mains. Bon, on peut payer le travail. Voilà. L'activité minière, en tout cas, le site Horizon qui est là, on ne peut pas dire que ça ne profite pas à la population, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés ici et qui ont déposé maintes fois leur dossier pour avoir un recrutement et jusqu'à présent ils n'ont pas eu ça. C'est les activités comme vigile et autres, là où vraiment c'est pas très bien payé là. Parfois c'est là-bas en tout cas qu'ils ont recruté certains, mais ça même c'est une minorité, hein, c'est pas la majorité. Dans les cas où ils ne peuvent pas recruter tout le monde, ils pouvaient faire des formations dans certains trucs pour que les jeunes aussi puissent avoir un niveau acceptable pour leurs besoins. Alors, par exemple, dans l'agriculture, il y a des formations, dans l'élevage, partout on forme les gens et puis ils sont bien. Eux bénéficiaient des avantages du site minier. Voilà, parce qu'à travers ça, ils ont construit des écoles, ils ont fait des pompes
Il va falloir qu'on aide la population qui est un peu éloignée de la ville avec de bonnes voies. Voilà. Il y en a aussi qui sont un peu éloignés par rapport au CSPS, aux hôpitaux. Voilà. Si on peut les aider par rapport à ça pour la santé. Bon, chez nous ici, c'est le site de Percoin. Dire que les fils là bénéficient, je dirais, c'est pas bien comme il se doit. L'ouverture de la mine de Percoin a été vraiment une joie immense pour toute la région, pour toute la province et pour la commune de Réau. Nous demandons vivement au gouvernement, ils ont des initiatives louables qu'ils prennent, que cette fois-ci ils se tournent vers la mine de Percoin pour que dans les mois ou les semaines à venir là, on entende que la mine de Percoin sera rouverte. C'est la vie, c'est toute la vie de notre commune. Pour moi, le code minier, c'est le code qui régit le fonctionnement, la mine, comment elle doit fonctionner par rapport à la localité où elle se trouve. Au début, ce n'était pas trop ça, mais maintenant ça va un peu. Il y a un changement. Ils ont construit des écoles, ils ont fait des forages et aussi il y a sur les fonds de développement local, là, ça c'est à hauteur de milliards. L'argent que la mine reverse à la commune, là, c'est avec ça les délégations sociales travaillent. Côté santé, là, ils n'ont qu'à voir et puis nous trouver une banque de sang. Et goudronner la voie là, depuis la RN1 jusqu'au CMA de Houndé. Ça va faciliter l'évacuation des malades. On doit redoubler d'efforts pour que le village même sent que vraiment il y a une mine d'or à Houndé ici. Les jeunes de Houndé, ils ne sont pas vraiment recrutés. Concernant les caniveaux, bien vrai que le fonds minier est en train de... En tout cas, ça travaille, mais ça ne bouge pas. On veut que ça aille plus vite. Concernant la gare aussi, c'est la même chose. Avec le code minier actuel que le président a réactualisé, ça va en tout cas à l'intérêt de la population du Burkina Faso par rapport aux époques passées. Houndé réellement n'en profite pas à 100% ici. On a nos enfants qui ne sont pas recrutés. Quand on parle de Houndé, ça englobe certains départements. Il aurait fallu qu'il y ait des écoles quand même de 6 classes dans beaucoup de villages. Là, on se dira que l'on en profite un peu. Retour sur ce plateau, vous venez de suivre ce téléma. Voici donc quelques réactions de populations qui habitent des sites miniers. Jonas Yen, qu'en est-il de l'implication des communautés locales dans la gouvernance minière? Est-ce qu'elle est suffisante? L'implication des communautés au niveau de leurs localités respectives, c'est d'abord au niveau de la mise en œuvre de leur plan communal de développement, comment le processus est conduit dans la localité, comment la consultation s'est faite, comment la population elle-même s'organise pour suivre la gouvernance locale, la mise en œuvre de leurs plans communaux de développement. Et justement, c'est tout ça qui fait dire qu'il faut bien analyser les vrais besoins des communautés et engager des projets qui répondent effectivement à leurs attentes. Quand on les écoute, on a envie de dire qu'effectivement, il faut faire désormais à faire le travail qui avance. Vous avez dit qu'il y a du travail, mais ça n'avance pas. Bon, un travail qui n'avance pas, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est en cela que l'implication, l'organisation de la communauté elle-même pour s'impliquer à la gouvernance de leur lieu de vie est extrêmement important. Maintenant, d'une localité à une autre, c'est sûr que les choses ne se font pas de la même manière. Il y a des localités où les populations sont beaucoup plus dégourdies, qui s'organisent mieux, peut-être avec l'accompagnement aussi d'autres acteurs. Il y a des localités aussi où les choses ne se font pas
comme il se doit. Mais étant donné que la gouvernance implique tous les acteurs, il faut que les différents acteurs comprennent comment fonctionne un tel processus et que les uns et les autres mesurent leurs rôles et responsabilités et s'organisent pour un accompagnement mutuel pour que la gouvernance se fasse en tenant compte des aspirations de développement au niveau local. D'accord. Avant d'arriver à vous, M. Zongo, Jonas Yen, il y en a qui ont décrié tout à l'heure l'éternel problème de recrutement, c'est-à-dire l'expertise nationale. Qu'en est-il exactement sur le terrain? Oui, je pense que M. Zongo va vous répondre encore davantage, parce que c'est en cela que nous disons que nous devons travailler dans le cadre du contenu local, de la promotion du contenu local, à créer une masse critique au niveau national. Parce qu'il ne faut pas se faire des illusions. Autant l'État ne peut pas employer tout le monde, autant les projets miniers ne peuvent pas employer tout le monde. Et encore que dans les projets miniers, il y a des postes qui sont vraiment spécifiques, qui sont très techniques. Et si vous n'avez pas une certaine compétence, il va être difficile. C'est comment on profite de la présence d'un projet minier industriel pour créer les conditions de formation de nos jeunes, de sorte à les rendre compétitifs en matière d'employabilité ou en matière de besoins quand viendra le besoin au niveau des sociétés minières. Donc, c'est ce travail-là que nous n'avons pas fait pendant longtemps. Si bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu former des compétences à même soit d'être employés par des projets miniers, soit de s'employer eux-mêmes s'ils ont des occasions d'accompagnement. Donc, je comprends fortement les préoccupations et en cela, le travail de vulgarisation du code minier que nous faisons, le tout, ce n'est pas de dire qu'est-ce que le code a dit, qu'est-ce que les tests d'application ont dit, mais c'est de dire aussi comment on capte les opportunités. Et capter les opportunités, ce n'est pas seulement pour les entreprises burkinabées, c'est aussi comment les jeunes profitent de ces projets miniers qui sont chez nous. Donc, ça fait partie de la politique globale de l'État à laquelle les différents acteurs doivent accompagner. À supposer même qu'on arrive, dans le cadre de la promotion du contenu local, à faire en sorte que les entreprises du burkinabé soient tirées vers le haut, parce que ce serait aussi une occasion de pouvoir employer d'autres jeunes, mais pour peu que ces jeunes aussi soient bien préparés, soient bien formés en tenant compte de la présence de la mine chez nous. D'accord. Monsieur Zongo, nous avons déjà abordé ce problème de l'expertise nationale lors d'une émission précédente. Je vois que la question revient encore ce soir. Non, la question va continuer à venir. Il faut que nous changeons de façon de faire. Ici, nous sommes beaucoup plus assis sur qui a tel diplôme et qui ne l'a pas. Il faut que nous passons des diplômes vers les compétences. Si vous regardez aujourd'hui, l'esprit des mines, c'est des esprits anglo-saxons. Au Burkina Faso, quand on dit un directeur général ou un directeur national, pour nous, c'est l'élément le plus important. Cependant, pour une mine, c'est peut-être le responsable de l'exploitation qui dit mot. Et peut-être que le directeur national, même s'il est très important, est peut-être consacré à autre chose. Mais dans notre esprit français, le directeur national ou le directeur général est le plus important. Je voudrais dire qu'au-delà des formations classiques à la française que nous avons, il faut qu'on quitte cela pour faire des certifications, pour nous amener à nous spécialiser. Les mines, dans leur esprit, veulent bien se conformer à nos textes et essaient de travailler à se conformer. Si ce n'est pas nous-mêmes, sur notre position, nous voyons des virgules ou des éléments qui ne vont pas, quand nous adoptons nos textes avec eux, c'est vrai qu'ils ont pris une longueur d'avance puisqu'ils les étudient, ils cherchent à comprendre comment ils vont l'utiliser de façon plus facile, mais dans l'emploi,
la plupart de nos mines sont à 2% d'emplois expatriés. Il y a des mines qui ont 98% des Burkinabés qui travaillent. Mais pour faire partie des 90% qui travaillent, il faut quand même avoir de l'expérience, avoir de la connaissance, parce qu'une mine qui s'arrête pour une journée, c'est des milliards qui perdent. Cependant, nous sommes toujours à la situation où quand on dit on arrive à 15 heures, c'est à 15 heures qu'on quitte de chez nous. En fait, les règles, au lieu de monter vers les mines, la plupart des gens pensent que c'est parce qu'on connaît quelqu'un, c'est parce qu'on a quelqu'un à côté qu'on doit être fournisseur. Mais aussi, sur le local, je pense qu'il faut changer l'esprit. Acheter, vendre est une bonne chose, mais on s'enrichira soi-même et sa secrétaire et on ne peut pas enrichir le peuple. Il faut qu'on aille vers la transformation. Et dans ce code, il y a ce qu'on appelle le transfert de technologie, où il va falloir que les mines fassent des programmes avec l'État et avec les privés pour que plusieurs biens soient transformés ou qu'il y ait de la valeur ajoutée avant que ça n'aille dans les mines. Dans ce cas, on renforce notre tissu technique, notre tissu industriel, et nos enfants savent faire des choses merveilleuses. Et ils peuvent aussi bien que les Zimbabwéens et les Ghanéens, quand ça a commencé ici, ils sont venus faire la loi, les règles. Nous pouvons demain faire la loi et les règles ailleurs. Nous pouvons cultiver les champions nationaux en trouvant des voies et moyens pour les faire émerger. Si aujourd'hui, Dangote fait partie des champions, c'était un recrutement plus d'une demi-douzaine. Et certains ont émergé, on les voit. Il faut qu'il y ait cette culture en nous. Sinon, les lois, c'est une chose. Faire devenir les lois, il nous faut nous-mêmes prendre conscience et nous mettre dans le devenir pour que ça soit à notre profit. D'accord. Voilà qui est bien dit. Monsieur Jonas Ien, le nouveau code minier introduit-il des mécanismes de contrôle et de redevabilité? Oui. Comme toute loi d'ailleurs, et même l'ancien code le prévoyait. Mais vous savez, une loi, et comme il a dit, tout ce que nous faisons, c'est à la française. Parfois même, quand on voit l'eau en train de couler d'un toit, et tu dis de boucher le toit là, on te dit que c'est écrit où? C'est-à-dire on veut que tout soit écrit. Si tout n'est pas écrit, ça veut dire que ce n'est pas faisable. Alors que tout ne peut pas être écrit. Alors, et en matière de suivi et contrôle, c'est quoi? Il a bien dit ici que aussitôt vous avez mis en place une loi, ou même quand vous êtes déjà dans le processus, on vous suit et on commence déjà à vous analyser, à voir au fur et à mesure s'il n'y a pas des failles que vous laissez. Et à la fin, on voit comment exploiter ces failles-là. La meilleure façon pour nous aussi, c'est d'avoir des mécanismes de suivi et de contrôle. Le suivi terrain, le suivi de respect même d'abord de la réglementation, et en la matière, il y a des dispositions, il y a aussi des sanctions qui sont prévues. Mais comme j'ai dit, le tout, ce n'est pas de dire on va suivre et on va sanctionner, mais c'est dans la pratique qu'il faut avoir véritablement non seulement de l'expertise, des moyens conséquents pour le faire, et aussi la régularité dans ce suivi et contrôle-là. Et mieux, le code minier, le nouveau code minier maintenant est passé à un niveau supérieur en faisant en sorte que les agents de l'administration minière soient désormais des OPJ, voilà, des officiers de police judiciaire. Donc ça veut dire qu'ils peuvent même des contrôles inopinés débarquer dans une société minière et faire exécuter leur mission, même s'ils doivent faire appel à la force publique. Ça, c'est un élément qui n'existait pas. Donc nous avons aujourd'hui tous les leviers nécessaires que le code a prévus
pour pouvoir faire le suivi et le contrôle à tout moment. Merci Jonas, on va essayer d'évoluer. Monsieur Dorduzanga, les uns et les autres ont insisté tout à l'heure sur la nécessité de mécanismes innovants en termes de suivi, évaluation. Mais quand on parle des sociétés minières, vous savez, c'est beaucoup de milliards, c'est plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et quand on parle de milliards, il y a souvent des soupçons d'évasion fiscale, de corruption. Dites-nous ce soir, qu'est-ce que ce nouveau code minier a prévu pour tenter de cadrer tout ça? Ok, merci bien, M. Traoré. Si vous permettez, juste en 30 secondes par rapport au contenu local. Allez-y, je vous voyais justement vouloir réagir. Allez-y. Quand vous avez... Mais on va y revenir, à propos du contenu local. On a quelques questions plus tard, on va y revenir. Vous aurez la parole. D'accord, mais juste un mot. Allez-y. Les jeunes, quand on dit que dans les localités, les jeunes ne sont pas recrutés, quand on parle de contenu local, le local veut dire national. Et comme les deux doyens l'ont si bien dit, il faut être compétent. Et quand une mine est implantée dans une localité, il ne faut pas qu'on voit seulement, il faut que je sois recruté pour travailler dans la mine. M. Zongo va revenir là-dessus. Enfin, il faut profiter des opportunités. La viande. Actuellement, le gouvernement a une politique même qui forme les jeunes au niveau de l'agriculture. Mais qu'ils aient des champs, s'ils ont les biens nécessaires, la mine va effectivement acheter. Il y a bien d'autres éléments que les jeunes peuvent profiter. Maintenant, pour ce qui concerne la fiscalité, par rapport à la loi de 2015, il faut se dire que quand vous prenez le code minier, il y a tout un certain nombre de mesures qui sont prises, effectivement, pour éviter qu'il y ait de l'évasion fiscale, que les gens ne contournent pas effectivement la réglementation. Je vous prends un exemple simple. Pour le code de 2015, pour la cession des titres miniers, si vous avez un permis de recherche ou un permis d'exploitation, la loi permet que vous pouvez céder à quelqu'un d'autre. Et quand vous le cédez, il y a ce qu'on appelle la plus-value qu'on doit ponctionner sur les bénéfices. Qu'est-ce que, comme la loi n'a pas prévu, il y avait une petite lacune, qu'est-ce que les sociétés faisaient? Vous avez votre permis de recherche. Un exemple simple. Dans le code de 2015, un permis de recherche, c'était à l'octroi, c'est 2 millions. Quand nous appelons les droits fixes, vous allez payer ce qu'on appelle les taxes superficielles. Mais avant ça, vous avez pris un conseil, toute une flopée d'experts qui ont monté le dossier. À la fin, quand vous avez votre permis, en une année même, ce que vous avez dépensé, le minimum, ça va en tout cas près de 60 millions. Mais que vous voulez céder ce permis, vous voulez céder ça à Madame Astrid, vous dites que vous cédez ça à 1 franc symbolique. Donc c'est pour éviter qu'on puisse ponctionner les 20%. Cette fois-ci, qu'est-ce que l'État a fait? Ok, si vous voulez céder votre permis à 1 franc symbolique, l'État exerce ce qu'on appelle son droit de préemption. C'est-à-dire on doit d'abord vendre à l'État. Donc vous voulez céder à 1 franc symbolique, quelque chose que vous avez acquis à près de 30 millions, l'État dit ok, je peux prendre même à 2 millions. Quand vous voulez vendre à 1 franc symbolique, là, je prends à 2 millions. Donc vous voyez, ce sont des mécanismes, des éléments de ce genre-là que l'État a pensé introduire dans le nouveau code minier. Et ça, ce n'est qu'un petit pas. Il y a bien d'autres mesures, effectivement, qui ont été pensées pour éviter que nos ressources ne soient bradées à travers le contournement de la fiscalité. Alors, on parle suffisamment de sociétés minières organisées, on parle à la dizaine de sociétés que nous avons, mais le Burkina, quand on parle de ce domaine, c'est aussi l'exploitation minière artisanale qui brasse également des milliards de francs CFA. Plusieurs millions de Burkinabés, en tout cas, travaillent dans ces trous, on va le dire comme ça, des trous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ce code a prévu pour ces Burkinabés, pour ce secteur également artisanal? Merci bien, M. Traoré. Pour ce qui est du secteur artisanal, il faut se dire que désormais, on ne parle même plus d'orpailleurs. Désormais, le code a consacré ce qu'on appelle les artisans miniers. Et ils ont un statut désormais? Ils ont un statut. Et quand vous prenez le code minier, quand on parle d'artisans miniers, vous voyez qu'eux travaillent, ce n'est pas organisé. Un peu partout, comme vous l'avez employé l'expression les trous, c'est un peu partout parsemé et ça joue sur l'environnement. Ça, c'est d'un. De deux, l'État n'arrive pas à capter véritablement
lors de production artisanale, si ce n'est pas effectivement organisé. Ce qui a fait qu'avec ce code, l'État a prévu que désormais, on va les organiser. Et quand vous partez à l'article 89 du code minier, il est prévu qu'on crée des couloirs. Ce sont des zones que l'État va prévoir dans ses actifs miniers. Et l'État encourage également les sociétés minières d'exploitation de voir au sein de leur périmètre d'exploitation les parties qui sont économiquement non rentables, qu'ils puissent mettre ces parties-là entre les mains de l'État et que l'État à son tour va octroyer aux artisans miniers qui seront organisés. Et pour parler de cette organisation, il y a au niveau du ministère une direction générale qui a été créée, au sein de laquelle on a créé une direction technique qui sera chargée d'encadrer, d'organiser ces artisans miniers-là. Et un décret a été pris en ce sens. Et ce décret montre comment effectivement les modalités pour désormais exploiter l'or de façon artisanale. Et pour pouvoir capter, comme vous l'avez dit, ce sont des milliards qui s'en vont. Désormais, ceux qui exploitent artisanalement, leur or ne doit plus être vendu à l'extérieur. Cet or, que ce soit l'or de l'exploitation artisanale ou l'or issu de l'exploitation semi-mécanisée, doit désormais être vendu à la structure nationale, la SONASP, la Société nationale des substances précieuses, l'ex-ANEMAS. Donc désormais, c'est à ces structures publiques-là qu'ils doivent aller vendre leur or. Et ça permet effectivement à l'État de capter une bonne partie de la production ici de la. Est-ce qu'on a suffisamment mis de garde-fous? Parce que connaissant un peu ce milieu, pour avoir fréquenté pas mal d'artisans miniers, et certains sont souvent très réfractaires à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est organisation. Est-ce qu'on a suffisamment pris de garde-fous pour justement la mise en œuvre de tous ces mécanismes? Vous avez parfaitement raison. Et avant de mettre ces garde-fous, au niveau du ministère, il y a eu des cadres de concertation avec l'autorité, avec ces artisans miniers, pour d'abord leur expliquer le bien fondé de les organiser. Parce que nous ne voulons pas qu'ils demeurent dans l'artisanat. Au fur et à mesure, s'ils sont organisés, encadrés, ils vont un jour, au fur et à mesure, monter pour être des professionnels. Et monsieur le ministre de l'Énergie, Mines et Carrières a effectivement rencontré les artisans miniers. Et pour vous rassurer, lors de l'élaboration du code minier, que ce soit la loi elle-même, que ce texte d'application, ils ont été associés. Ils ont été associés. Et ce que vous voyez dans le code minier comme dans les textes d'application relativement aux artisans miniers, il faut se dire que c'est leur participation. Voilà, c'est vraiment de bon cœur. On leur a fait comprendre et ils ont dit qu'ils ont besoin aussi que leur sort soit écouté, que la loi prenne en charge. Désormais qu'on ne parle plus des orpailleurs. Et ils ont désormais un statut qui dit également, vous pouvez un jour devenir des industriels. Donc cette question a été traitée avec attention. Merci à vous, M. Dodo Bzanga. Yves Zongo, je me tourne vers vous à présent. Le nouveau code minier permet-il une meilleure redistribution des revenus miniers à l'État et aux collectivités locales? Tout naturellement, à l'heure où nous vous parlons, nous pensons que toutes les parties ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Aussi bien la Chambre des mines que le ministère, que la société civile, que les fournisseurs miniers, de sorte que nous pensons que nous avons fait un excellent travail. Il y a dans les textes d'application la possibilité octroyée à des Burkinabés sur des pourcentages, sur des niveaux donnés où ils sont des fournisseurs. Presque une obligation. Et nous pensons que c'est des éléments qui vont faire en sorte que ces parties qui ne sont pas captées par les nationaux soient captées par les nationaux. Mais dans la redistribution, si l'État passe de 10 à 15%, et l'État peut acheter de façon honoreuse 15% 2 fois, si l'État est intéressé, elle peut passer à 45%. Et les statistiques et certaines études américaines ont montré que tout ce qui est minéralière, tout ce qui est mine,
quand vous êtes à moins de 32%, c'est très difficile que vous voyez le développement ou la transformation. Si vous prenez les taxes de l'État, c'est autour de 250 milliards. Ça semble beaucoup quand on prononce 250 milliards. Mais pour acheter seulement les outils pour les agriculteurs, on est à 104 milliards. Donc la moitié est partie. Les salaires au Burkina, c'est un peu plus de la norme, un peu plus de 38%. Quand on regarde ce qui se passe, en fait, un autre gros montant est venu, mais cet autre gros montant ne peut pas changer les choses. Il faut que les Burkinabés travaillent à devenir eux-mêmes opérateurs miniers. Mais pour être opérateur minier, il faut accepter la transformation et la formation. Parce que quand tu vends de la cola pour être milliardaire, c'est très difficile d'investir dans les mines. Les techniques pour vendre de la cola, ce n'est vraiment pas la même chose. Il faut être structuré. Et tout de suite, ceux qui achètent, vendent, ont des bénéfices immédiatement. Ils ne pensent pas à l'investissement et au retour de l'investissement. Il y a plein de petites choses qu'il faut changer et c'est ce changement qui va véritablement nous faire voir que la redistribution est bonne. Sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les sondages, quand on regarde un certain nombre de chiffres, nous avons explosé ce que nous pensons faire autour de 2025. On croyait être à 25%. Nous sommes à 37% des revenus miniers qui tombent pour les Burkinabés. C'est vrai que la base, il faut la revoir parce que je pense qu'elle n'est pas très normalisée, mais l'un dans l'autre, à l'œil nu, la rétribution est bonne. D'accord. Et à l'instant où nous parlons, que pensez-vous de l'application de ce nouveau code minier? C'est comme je venais de le dire, un code, c'est des papiers, c'est des textes. Ceux qui le font avec volonté. Mais les Burkinabés eux-mêmes n'aiment pas lire. Ils ne vont pas à la recherche des documents pour les permettre eux-mêmes de profiter. Il faut en faire une campagne avec le ministère. Déjà, il y a déjà 7 symposiums qui sont faits et bientôt, on va voir si on peut couvrir tout le pays. Une fois que le pays est couvert, mais je pense que c'est même insuffisant, les organisations de société civile comme ORCAD ont déjà fait des travaux sur nos textes, mais il va falloir prendre ces textes-là au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de certaines organisations spécialisées, les décortiquer et regarder comment les Burkinabés peuvent se mettre ensemble et s'organiser en sous-secteurs d'activité pour mettre leur carnet d'adresse, pour mettre leurs finances, pour mettre leur équipement, pour mettre aussi leur intelligence ensemble pour aller capter ce gros gâteau. Est-ce que ce que vous proposez tout à l'heure est mieux pris en compte peut-être dans la loi sur le contenu local? Là, je vais peut-être me retourner vers M. Dodobzanga. Merci bien, M. Traoré. Ce que le doyen vient de dire, il faut se dire que la loi sur le contenu local, elle a été adoptée le même jour que le code minier de 2024 dont nous sommes en train de parler du contenu. Ces éléments sont pris en compte. Et quand on parle de contenu local, lui, il parle de la fourniture de biens et services. Il y a aussi côté emploi. Il a parlé de transfert de technologies, la formation. Il y a au moins la compétence locale. Il y a au moins 6 décrets d'application qui sont pris pour effectivement mettre en œuvre tous ces éléments-là. Et pour vous rassurer, avec leur accompagnement et bien d'autres partenaires, le ministère travaille d'arrache-pied pour qu'effectivement, que ce soit le code minier comme la loi sur le contenu local, soit vraiment bien connu. Ce sont des papiers, mais il faut qu'effectivement qu'on puisse comprendre quel est l'enjeu, qu'est-ce que nous pouvons faire à travers ces textes-là, capter une bonne partie pour ce qui concerne effectivement le contenu local. Là également, ça fait bientôt 12 mois, 1 an, juillet 2024, nous sommes en juin, donc d'ici là c'est 1 an. Okay. Pendant ces 11 mois, qu'est-ce qui a été fait à propos justement de la mise en œuvre de cette loi sur le contenu local? Merci bien, M. Traoré. Déjà, ce que je peux dire,
on va le répéter, la répétition étant pédagogique. Déjà, la loi a prévu qu'on prenne les textes d'application. Les textes d'application, les décrets sont déjà pris. Ça, c'est un premier élément. À l'entame de mes propos, je vous faisais comprendre l'une des innovations majeures, c'est le passage de 10%, la part de l'État, à 15%. Déjà, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières a eu des rencontres, respectivement le 13 février, 20 février, 24 février, avec toutes les sociétés d'exploitation pour leur expliquer, parce qu'il y a certaines dispositions, comme le doyen le disait, ils prennent la disposition sans comprendre le contexte, ça biaise un peu la compréhension, pour leur faire comprendre qu'il faille avoir une vision holistique, une lecture croisée des dispositions. Et pour leur dire qu'est-ce que vous devez faire maintenant, dans l'immédiat, allez changer, modifier vos RCCM pour intégrer effectivement cette nouvelle donne, à savoir, désormais, la part de l'État passe de 10 à 15%. Et effectivement, on a eu des retours. Il y a certaines sociétés minières, effectivement, qui ont, d'abord, lors de la rencontre, de manière unanime, elles ont accepté. Et pour joindre la parole à l'acte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé effectivement des lettres à M. le ministre pour donner leur accord de principe. Alors, que l'État prenne désormais 15%, concrètement, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, les 10% qu'on prenait avant, maintenant c'est 15%. Dans les 15%, ce qui est intéressant, c'est que désormais on dit que l'État peut prendre ces 15%-là en nature. C'est pour dire quoi? Au lieu que l'État prenne tout en argent, en termes simples, l'État peut décider que si par exemple, je ne sais pas comment la société doit à l'État à tel montant, qu'on puisse convertir ça en or. Et que l'État pour renforcer notre réserve d'or. Exact. Et justement, où en sommes-nous avec cette réserve? On a combien de tonnes de réserve aujourd'hui? Merci bien, M. Traoré. Il faut se dire que, comme on venait à le dire, la loi a été prise, elle a été votée, mais il fallait les textes d'application pour effectivement opérationnaliser. Et on vient effectivement, le décret sur la constitution de la réserve d'or vient d'être signé et nous sommes en train, à l'intérieur encore il y a des articles, parce qu'il y a des comités qu'il faille mettre en place, voilà, et pour voir comment on va mettre en œuvre. Il y a plusieurs modalités pour abonder effectivement cette réserve d'or-là. Donc pour le moment, l'État travaille d'arrache-pied pour mettre en place tous les différents mécanismes avant de poursuivre maintenant. Je ne peux pas actuellement vous dire qu'on a combien de tonnes d'or, mais pour le moment, nous sommes en train de travailler. C'est la théorie d'abord, mais la phase opérationnelle est en cours. D'accord. Parlons maintenant des difficultés que vous rencontrez sur le terrain. Compétitivité, qualité, capacité de production locale. Qu'en est-il exactement, les difficultés que vous rencontrez? Bon, sur le terrain, comme on le disait, quand on parle de local, les gens voient quand une mine dit que la mine est implantée dans mon village. Pour ceux de mon village, c'est les jeunes, les femmes, disons, les populations de la localité immédiate qu'on doit employer. Ce n'est pas le cas. Et ils croient que ce sont les Blancs qui viennent travailler. Le doyen l'a si bien dit, il faut avoir des compétences. Même ce qui est dans leur pouvoir, ils n'arrivent même pas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est des difficultés et nous sommes chargés effectivement de sensibiliser, voilà, pour leur faire comprendre effectivement au-delà. Parce que pour être employé dans une mine, parce que ce sont des affaires, il faut le profit. Donc on ne peut pas employer pour employer s'il n'y a pas de compétences. Il faut savoir que la société même ne peut pas effectivement fonctionner. Autre difficulté, il y a certaines personnes qui confondent l'exploitation à l'exploration. Quand on dit actuellement nous sommes à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, on a au moins plus de 400, si je ne m'abuse, 400 permis de recherche. Donc la période de recherche, ce sont des charges que les sociétés minières connaissent. Il n'y a pas de bénéfices. Mais quand on dit que le Burkina actuellement a 400 permis de recherche valides, donc on croit que ce sont aussi 400 et quelques mines en exploitation. Alors que non. Selon les techniciens, pour faire la part des choses. Voilà.
Selon les techniciens, sur 100 permis de recherche, peut-être que vous avez 1 ou 0,1% qui va aller en exploitation. Monsieur Yen, à long et moyen terme, comment les populations vont sentir l'impact de ce nouveau code minier? Avant de dire ça, je voudrais ajouter un élément en ce qui concerne les artisans miniers. Parce qu'une des innovations en leur faveur, c'est que désormais, les artisans miniers qui sont en règle vis-à-vis de la loi et qui ont investi dans leur zone de travail, en cas de besoin de récupération de leur site pour des grandes mines, il y a une possibilité de les indemniser. L'indemnisation de deux façons, soit le paiement sur le montant qui aurait été convenu entre les parties, ou bien l'ouverture du capital à au moins 10%. Ça n'existait pas avant. Donc c'est pour tenir compte des intérêts des artisans miniers. Mais cela suppose que vous étiez là avant et que vous avez la formalisation nécessaire vis-à-vis de l'administration. Et ça, c'est important. L'autre aspect, c'est qu'il faut savoir que par rapport à toutes ces réformes, les artisans miniers ont bel et bien adhéré à ça. Et souhaitent d'ailleurs même que tout soit bien fait en termes d'organisation, d'encadrement, de formalisation, pour leur permettre de mener leur activité en toute sécurité et en toute sérénité. Parce que j'estime que ce qu'ils donnent sur le terrain de gauche à droite là, parce qu'il faut savoir que dans certaines localités, les sites d'orpaillage sont devenus, comme je ne sais pas, des puits de pétrole où chacun vient prendre sa part. Bon, soit du fait de son statut de pouvoir, il estime qu'il doit venir prendre sa part, qu'il n'arrive pas au niveau du trésor public. Donc, pour les orpailleurs, si c'est bien encadré, quel que soit d'ailleurs ce qu'on va leur demander de payer, qui va aller au trésor public, ils sont prêts à cela pour peu que tout soit bien organisé pour qu'ils travaillent en toute sérénité. L'impact sur les populations. Bon, l'impact, c'est une loi. Pour qu'il y ait un impact, effectivement, d'abord il faut qu'on s'y mette. Pour qu'à un moment donné, à court, moyen terme ou long terme, on puisse mesurer. Mais pour qu'il y ait cet impact-là, il faut que les gens comprennent que le secteur minier est un secteur transversal. Ce que les gens voient, c'est le ministère des Mines, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances. C'est surtout ces trois ministères-là que les gens voient. Alors que ça intéresse tout le monde. Agriculture, élevage, commerce, emploi, jeunesse, tout le monde est concerné. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut lire la loi pour comprendre ce qu'elle a dit. En le lisant, vous allez vous rendre compte que, moi, ma structure est intéressée par telle ou telle disposition de la loi. Et voici l'opportunité que ça dégage. Et voici comment je dois travailler pour pouvoir capter cette opportunité-là. Alors, si on n'agit pas comme ça, je pense que l'impact va être mitigé au fur et à mesure. Mais si chacun se rend compte qu'il a un intérêt dans ce code-là par rapport à des dispositions bien précises, sans cela que nous pourrons aller à une mise en œuvre qui donne véritablement un impact réel conformément aux objectifs que nous avons visés à travers ces réformes-là. Je prends le ministère de l'Agriculture. Quoi qu'on dise, depuis l'école primaire, on nous dit que l'économie du Burkina Faso repose sur l'agriculture et l'élevage. Même avec les tonnes d'or que nous sortons là, cette vérité-là demeure. Notre véritable économie, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Comment nous devons faire en sorte que non seulement nous puissions continuer à dégager l'espace pour pouvoir faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes dans l'offensive
L'offensive agro-silvo-pastorale. Voilà, c'est Silvo là qui m'échappait. Silvo-pastoral, je suis en train de prononcer comme un élève de CP1 de Banfora. Donc, c'est l'effet du Dagardan. Voilà. Donc, si on arrive à dégager la terre nécessaire, cultivable, on peut y parvenir. Mais si on ne sait pas que c'est un aspect très intéressant qui concerne l'agriculture, agriculture et l'élevage, même chose, commerce, comment on travaille à faire émerger l'entreprise. Tous les secteurs sont liés, interliés. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un secteur transversal. Donc il faut que chacun comprenne que nous devons travailler de faire en sorte que l'impact que nous projetons là puisse être atteint du fait de l'effort des uns et des autres. Et c'est ce que vous avez compris au niveau de ORCAD. ORCAD, c'est l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. C'est une ONG. À travers vos initiatives, beaucoup d'acteurs clés, en tout cas, sont touchés. On voit concrètement ce que vous faites et on revient pour en débattre. ORCAD est une organisation de la société civile qui assure la veille citoyenne dans le secteur minier. Et donc, dans le cadre du projet Faso Veille, nous travaillons sur le suivi du fonds minier et sur le contenu local. Voilà. Il s'agit exactement d'informer les acteurs du secteur minier sur les mécanismes de gestion du fonds minier. Et le constat est qu'au niveau local, il y a beaucoup d'acteurs qui ne maîtrisent pas les mécanismes de gestion de ce fonds-là. Et donc, le travail consiste à donner l'information juste à ces acteurs-là sur les mécanismes de gestion du fonds minier, comment ce fonds est alimenté, comment il est collecté et comment il est réparti et l'utilisation de ces ressources-là, comment ces ressources sont utilisées. Le fonds minier peut financer quel type de projet. Et à la fin de l'année, on fait un rapport de suivi du fonds minier pour relever les anomalies, les difficultés relevées dans l'utilisation de ce fonds-là, pour permettre d'interpeller, de faire des plaidoyers auprès des plus hautes autorités pour améliorer l'utilisation de ce fonds-là. Et donc, ce travail que nous faisons dans le cadre du projet Faso Veille nous a permis effectivement de contribuer beaucoup à l'adoption du nouveau code minier et la loi sur le contenu local. Yves Zongo, retour sur ce plateau. Comment les entreprises minières apprécient-elles les lois sur le secteur minier, le code minier ici au Burkina Faso? Comment les entreprises minières apprécient cela? De façon générale, je pense que l'appréciation est positive. Nous avons travaillé ensemble pour arriver à ça. Mais je pense que si on s'appuie sur ça, le contenu local spécifiquement adressé aux mines est une bonne chose. Mais la grande question, est-ce qu'il ne fallait pas un contenu local, national sur tous les secteurs? Si dans tous les secteurs d'activité, il y avait la part obligatoire des Burkinabés, je sais que dans certains textes, dont le BTP, il y a la part des Burkinabés, 25%, mais ce n'est pas remonté en surface, ce n'est pas animé, il n'y a pas de campagne autour, de sorte que les effets ne sont pas visibles. Donc, nous pensons que c'est bien d'insister sur le contenu local, national, sur les mines, mais pourquoi pas dans les autres secteurs? Parce que si un seul secteur va servir de levier, il est plus difficile que si on met tous les secteurs en contribution, parce que l'union fait la force. Et si tous les secteurs étaient mis en contribution, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Mais une mine, c'est un pays en miniature.
un pays à miniature nécessite que tout ce que vous avez comme compétence, si vous résumez les sous-secteurs d'activité en 12, il faut que l'on utilise la base des sous-secteurs pour regarder le besoin des minières, les annoncer et demander aux sous-secteurs de s'organiser pour produire le besoin des minières et trouver un mécanisme pour contractualiser avec ce que les uns et les autres vont produire. Mais sachez que vendre à une mine, c'est non seulement dans une compétition de qualité, dans une compétition de prix, dans une compétition de délai, il faut que ce qu'on veut créer ou arrimer au contenu local réponde à l'exigence ou à la hauteur des minières pour que ça devienne une réalité. Sinon, tirer ceux qui sont en haut vers le bas ne semble pas la meilleure ou la bonne chose. Merci M. Zongo. M. Dorobzanga, je me tourne vers vous maintenant. Il y a l'autre réalité qui est là, parlant de protection de l'environnement dans ce domaine. C'est l'autre échec, en tout cas, de l'ancien code. Tout de suite à l'esprit vient la mine de Kalsaka, Yuga, qui constitue aujourd'hui pour moi des désastres environnementaux. Qu'est-ce que le nouveau code prévoit aujourd'hui pour qu'on puisse éviter le pire? Merci bien, M. Traoré. Il faut se dire que l'essentiel des ressources minières, vous le savez naturellement, sortent de l'environnement. Alors, et quand on parle de l'exploitation minière, l'environnement en empathie pour ce qui concerne les conséquences néfastes. Et le code minier a pris effectivement un certain nombre de mesures. Quand vous prenez pour les industriels, je vous ai dit que la loi pose des principes. Il est dit pour avoir un périmètre d'exploitation industrielle, il y a des éléments, il y a des pièces qu'il faut fournir. Et ces pièces-là, on l'a renvoyé à la prise d'un texte d'application. Mais pour tenir compte de l'importance qu'il faille accorder à l'environnement, il est prévu déjà dans la loi qu'il faut une étude d'impact environnemental et social. C'était aussi prévu dans l'ancienne loi, monsieur? Non. Cette fois-ci, quand vous prenez le nouveau code, et en dehors de ça, c'est pour permettre effectivement à ceux qui doivent travailler dans le secteur d'avoir une attention particulière. Et par-dessus tout, il y a aussi le fonds de réhabilitation. Il y a au moins deux fonds de réhabilitation. Et actuellement, avec la nouvelle... Qui a difficilement fonctionné, il faut le dire, et actuellement, pour des lourdeurs administratives. Qu'est-ce qui va changer justement pour ce fonds de réhabilitation? Ça va changer parce qu'on a mis en place un comité interministériel qui travaille par rapport à l'ancien code, et il y a eu des instructions venant du plus haut niveau. Il y avait aussi un ancien comité à son temps. Hein, oui, mais ce comité n'a vraiment pas fonctionné, comme vous le dites. Mais parce qu'on a tiré les leçons. On a tiré les leçons. Mais je voulais terminer sur une chose. Voilà, pour dire, pour ce qui concerne le côté environnement, l'exploitation artisanale, il faut surtout mettre l'accent sur ça. Si on veut actuellement les organiser, c'est pour tenir compte effectivement des effets que leur activité impacte négativement sur, comme on appelle, sur l'environnement. Et actuellement, la nouvelle vision, c'est qu'on ne va plus parler de la réhabilitation à la fin de la vie de la mine, mais désormais, ce qu'on appelle la réhabilitation progressive. Et si on avait mis cette mesure en place, Yuga et puis d'autres mines dont vous parlez, on n'allait pas... Au fur et à mesure que vous exploitez, vous réhabilitez au fur et à mesure, jusqu'à ce que, à la fin de la vie de la mine, on n'a plus des effets néfastes. Merci. Donc voici quelques Jonas, il y a un mot sur les normes environnementales rapidement, 10 secondes pour qu'on passe. Pour moi, la question environnementale est extrêmement importante parce que ça y va même de la vie des communautés. Si l'environnement est très mal géré, la mine va fermer, les gens vont partir. Ce serait une façon de programmer même la mort des communautés. Donc, l'aspect environnemental est extrêmement important. Et le code minier a prévu effectivement les dispositions à la matière, mais comme je le dis, tout réside dans le suivi
le contrôle. Parce que quand vous voyez un site minier, vous voyez les aspects environnementaux. Si vous n'êtes pas spécialiste en la matière, pour une communauté, c'est comme j'ai dit, une vie, une mort vraiment programmée. Donc, en plus de ça, il faut savoir qu'en la matière aussi, il faut des spécialistes en la matière, c'est-à-dire les environnementalistes miniers, qui peuvent avoir une autre lecture d'un site minier en lien avec l'environnement. C'est vrai, on peut être très bon en matière d'environnement de droit commun, mais c'est encore mieux d'être spécialiste en environnement minier pour rassurer et l'État et la communauté que le site va être ceci ou cela après la mine. Mais pour le moment, ce que nous avons vu pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, avec le comité qui a été mis en place, on voit qu'il y a un processus qui a commencé à avancer avec l'examen des plans de réhabilitation. Nous souhaitons véritablement qu'on y aille jusqu'au bout et que même après l'adoption de ces plans de réhabilitation, il y ait véritablement ce suivi-là accompagné de la formation des techniciens burkinabés. Merci Jonas. Et à présent, nous allons faire un tour sur les réseaux sociaux. C'est là qu'intervient notre partenaire Faso Chek qui va tenter de déconstruire une publication, une fausse nouvelle indiquant que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a interdit toute exportation de l'or brut. Les détails donc avec notre partenaire Faso Chek à travers Abdul Fattah Tiemtouré. Le 14 avril dernier, une page Facebook très suivie du nom de NN, ex-Negro News, publie ceci: le président Ibrahim Traoré met fin à l'exportation d'or brut. Une déclaration qui s'appuie sur la remise de 900 engins par le président dans le cadre du projet Faso Mebo, censé appuyer la transformation locale du minerai. Mais Faso Chek a vérifié, l'information est inexacte. En réalité, aucune suspension totale de l'exportation d'or brut n'a été décidée par les autorités burkinabées. Un communiqué du ministère des Mines daté de février 2024 évoque bien une mesure de suspension, mais elle ne concerne que l'or artisanal et semi-mécanisé dans le but d'assainir le secteur et de lutter contre la fraude. Les exploitants concernés doivent vendre leur or à la SONASP, la Société nationale des substances précieuses, une stratégie qui a permis à l'État de collecter plus de 8 tonnes d'or fin 2024, bien au-delà des prévisions. Mais les grandes entreprises minières, elles, continuent d'exporter leur production normalement, et l'or reste le pilier de l'économie burkinabé. Selon le ministère du Commerce, il représente près de 87% des exportations du pays début 2025. À ce jour, 12 sociétés minières industrielles opèrent toujours sur le territoire, parmi lesquelles Isakan SA, Oundé Gold ou encore Semafo Bungu. Du côté du gouvernement, on mise sur plus de transformations locales, notamment à travers la construction d'une raffinerie d'or à Ouagadougou, lancée en novembre 2023. Et cette raffinerie, construite avec la société malienne Marena Gold, pourra traiter, selon les prévisions, jusqu'à 150 tonnes d'or par an, avec l'ambition de mieux capter la richesse nationale. Mais pour l'instant, le Burkina continue bel et bien d'exporter son or brut vers la Suisse, les Émirats arabes unis, le Mali ou encore les États-Unis. À l'instant, notre partenaire Faso Chek avec Abdul Fattah Tiemtouré. À présent, la parole est à notre public. Cher public, si vous avez une question, une suggestion ou bien des apports, la parole est à vous maintenant. Vous vous présentez et puis vous apportez votre question ou votre suggestion. Je rappelle, le public de ce soir est composé des membres de l'ORCAD, de la Fondation Hirondelle, de l'Institut international de management et de l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou. Ok, bonsoir, merci pour la parole. Moi, c'est Lankwande Thierry Ivan Youmani. Je suis étudiant de l'Institut Tengtouma Géosciences de Ouagadougou, ITTGO, en Master 2, option gestion et développement de petites mines. Alors, ma question sera technique. J'aimerais savoir, dans un contexte actuel où on favorise l'investissement des locaux dans le secteur minier et on encourage vraiment cela, pourquoi augmenter le prix du permis d'exploration
qui passe désormais de 2 millions à 5 millions de francs, et en réduisant également la superficie qui passe de 250 km² à 150 km². Quand on sait qu'en exploration, comme l'a si bien dit Monsieur Dolobzanga, sur 1000 projets, on ne peut avoir qu'une seule qui devient une mine. Voilà. Donc vous allez avoir la parole. Donc il faut dire que c'est vraiment dans un contexte où on encourage les locaux à s'investir dans ce domaine-là. Et on sait que l'exploration, c'est mettre l'argent dans les trous en griffe, parce qu'on n'a pas l'assurance d'avoir un retour sur investissement. Alors pourquoi augmenter ces prix alors qu'on sait que ce code minier a pour objectif de bénéficier au Burkinabé? Merci, M. Lankwande. M. Dolobzanga, vous allez répondre rapidement. Oui, allez-y. Merci bien, M. Traoré. Merci à M. Lankwande. Juste un petit rectificatif, c'est sur 100 projets. Voilà, qu'on estime qu'on est peut-être à 1% ou même moins que ça pour aller à l'exploitation. Pour lui, le code minier, l'objectif est de faire profiter effectivement les Burkinabés. Ce n'est pas que pour lui, vous l'avez aussi dit, c'est l'esprit de ce code. C'est l'esprit de ce faire code. La part belle aux investisseurs locaux. Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est l'objectif du nouveau code minier. Maintenant, il se pose la question, si tel est le cas, pourquoi augmenter effectivement le droit fixe pour ce qui concerne les permis de recherche qui quittent de 2 millions à 5 millions, et pourquoi réduire encore la superficie qui était de 250 km² à 150. Il faut se dire que ce n'est pas, comme je le disais au début, ça fait maintenant un bout de temps que le pays a connu effectivement le boom minier. Les anciens cours, que ce soit celui de 2003, même bien avant, et de 2015, c'était comme si, nous on prend l'exemple, c'est comme si on faisait la cour aux investisseurs, venez, venez, venez. Donc on a pris le soin quand même de rendre attractif le secteur avec tout ce qu'on a eu comme avantage. Et désormais, les 2 millions dont vous parlez, nous avons le service géologique national, qui est le BIMGEP. Quand une société minière veut demander un permis d'exploration dans une localité, c'est que déjà, elle a déjà eu des indices, les premiers éléments. Et qui a fait cette exploration pour qu'on ait les données, pour les amener? C'est le BIMGEP. Et vous savez bien que le BIMGEP, c'est une structure étatique qui fonctionne, une bonne partie de son fonctionnement vient de la subvention de l'État. Donc, et pour les nationaux, il faut se dire que l'endroit où on a voulu que les nationaux puissent s'impliquer, c'est surtout, ils peuvent prendre des permis de recherche, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout dans l'exploitation. Quand vous prenez le code minier, il est dit que toute société minière d'exploitation a l'obligation d'ouvrir son capital social aux nationaux, aux Burkinabés. Donc, je pense que c'est tout qu'on fait. Ce n'est pas qu'on veuille en même temps une chose et puis son contraire. C'est pour aussi amener nos investisseurs à être professionnels, à être compétitifs, et le pays aussi, dans le secteur, notre secteur, soit aussi compétitif, voilà, dans le Conseil des Nations. C'est bon, M. Lankwande, vous trouvez votre compte? Allez-y rapidement. Oui, je voudrais que les jeunes là comprennent que quand on dit que c'est pour faire monter les nationaux, ça ne veut pas dire qu'il faut brader. C'est exactement comme dans le cadre de l'emploi. On dit à compétence égale les nationaux. Donc, si on a les investisseurs étrangers et les investisseurs nationaux qui sont au même niveau du point de vue technique et financier, on privilégie les nationaux. Deuxièmement, il faut savoir que les prix qu'on avait là, ce n'étaient pas les bons. Ce n'étaient pas les bons. Hein. C'est pourquoi quand on disait qu'on bradait notre secteur là, ce n'était pas faux. On donnait pratiquement du cadeau aux autres. C'est maintenant qu'on a mis le bon prix. Merci. D'autres réactions? Sinon, on va basculer rapidement par là. Allez-y, monsieur, présentez-vous et allez-y pour votre contribution.
Moi, c'est Drissa Traoré, je suis chargé de projet à l'ONG ORCAD. Ma question s'adresse à l'ABSM. Est-ce qu'il y a une organisation chez vous qui permet d'organiser les entrepreneurs au niveau national pour répondre à l'offre des services miniers? Est-ce qu'il y a une collaboration avec la maison de l'entreprise? Parce qu'il faut d'abord être prêt vis-à-vis des papiers et puis les moyens pour répondre à l'offre. Merci M. Drissa Traoré pour votre question. M. Zongo, allez-y rapidement pour la réponse. Merci M. Traoré. Je voudrais quand même dire que nous avons eu la chance avec le PAR-GFM de travailler le ministère, la Chambre de commerce, la Maison de l'entreprise. Le PAR-GFM, c'est quoi déjà? C'est un programme de IDA. IDA, c'est une partie de la Banque mondiale qui a un vaste programme de... Au début, c'était 150 milliards. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Et ce programme nous donne l'occasion, à leur partie 3.2, de s'occuper du contenu local. Non seulement de former les gens. Et nous avons pensé que la maison de l'entreprise est la maison la mieux indiquée pour les formations d'ordre général. La Chambre de commerce peut aussi, par son expérience et ses moyens, signer des conventions avec IDA, de sorte que même les formations spécifiques sont regroupées à la Chambre de commerce et les formations d'ordre général sont regroupées à la maison de l'entreprise. Et nous travaillons à donner la formation nécessaire à ceux qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat des mines. Nous travaillons à donner les formations spécifiques à ceux qui sont dans des branches assez pointues, de sorte qu'ils sachent où commence leur travail et pour que ça soit de qualité, comment ils doivent terminer leur travail. Et au sein même de la BSM, nous avons un poste qui s'occupe de la formation et du label. Et pour nous, nous avons divisé notre label en 3 phases. La première phase, c'est d'avoir les papiers que l'État demande, plus quelques formations, 3 formations dans la gestion, dans garder le portefeuille. Et les 2 autres niveaux sont des niveaux plus élevés où on pense que les formations doivent être spécifiques pour permettre aux gens d'être aussi répondants et pointus par rapport aux exigences des minières. Pour les papiers, la maison de l'entreprise en fait déjà. Nous n'avons pas voulu faire un doublon. Pour la bourse de sous-traitance, ça veut dire, non, la bourse des achats, c'est comme ça que c'est appelé ici. Et ça doit regrouper toutes les compétences du Burkina dans les prestations, dans les ventes, et les donneurs d'ordre vont consulter cette plateforme, et c'est de cette plateforme que va sortir tous ceux qui vont être en compétition. Sinon, au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 1500 fournisseurs qui sont dans les règles de l'art, qui ont des papiers, mais on trouve certaines minières qui ont presque 8000 fournisseurs dans leur carnet, de sorte que même rappeler des nouveaux ou consulter des nouvelles personnes est même un casse-tête, parce qu'ils annoncent suffisamment. Et fournis. Pour changer quelqu'un, c'est pas aussi simple, parce qu'en le changeant, il faut qu'il donne des résultats immédiatement. Sinon, celui qui a imaginé le changement peut recevoir le marteau sur lui-même. Merci, M. Yves Zongo. Dernière réaction, toujours à ma gauche. Allez-y. Djibonzoum, jeune Bamouni, président du cadre de dialogue de veille citoyen de Réo. Et vous avez parlé des sanctions qui sont prévues, non seulement dans l'ancien code, mais également dans le nouveau code. Nous remarquons que dans certaines communes, il y a des marchés qui ont été octroyés à certains entrepreneurs qui, près de 5 ans, n'ont toujours pas fini de réaliser les chantiers. Or, ce sont des écoles. Et si vous parlez de sanctions, qui prend les sanctions et pourquoi jusqu'à présent les populations souffrent à cause de ce
retard dans la construction de ces ouvrages sociaux pour leur permettre et mettre à l'abri véritablement leurs enfants pour qu'ils apprennent bien et réussir. Merci M. Bamouni. Vous allez aller. Ok, merci bien M. Bamouni pour la question. Ce que vous venez de dire, les marchés octroyés, c'est ça, et qui ne sont toujours pas exécutés. Nous sommes dans un domaine contractuel, si je vous écoute bien. C'est un contrat. Et quand c'est contractuel, le contrat doit être clair. Il y a des clauses qu'il faille insérer dans le contrat. Pour un marché, toute activité d'ailleurs, contractuellement parlant, doit avoir une durée d'exécution. Et dans la clause, si cette durée n'est pas respectée, on prévoit les sanctions. Les deux parties, si c'est l'État, comme vous parlez, c'est au niveau local, sûrement que c'est au sein de la localité que les autorités locales ont dû contractualiser avec ces entreprises-là. Il leur revient effectivement d'appliquer la loi. Et ce n'est pas seulement la loi, ce n'est pas au niveau local, mais dans la réglementation de manière générale au Burkina, le non-respect d'exécuter une disposition contractuelle, naturellement, doit appliquer les sanctions. Rapidement, M. Bamounou, j'ai lu sur votre visage que vous n'êtes pas satisfait. Permettons, en fait, sa question même, je peux dire que la question n'est pas directement... Non, je voudrais préciser. Voilà, la question n'est pas directement au ministère des Mines. Voilà, c'est question de communauté. En fait, je pense que dans pas mal de communes, il y a des marchés octroyés dans le cadre de l'utilisation des ressources du fonds minier. C'est ça. Donc, des investissements pour les communautés qui n'ont pas été exécutés, des chantiers abandonnés en cours de route, de par le passé. Et c'est resté comme ça. On n'a sanctionné personne. En tant que communauté, il est tout à fait légitime qu'ils s'en inquiètent. Comment on peut investir autant d'argent et puis, voilà, on n'a pas fait le travail. Et puis, alors, il renvoie au contrat, c'est compris. Merci beaucoup. Autre réaction rapidement? Une réaction ici? Bon, allez-y. Après, on va donner la parole à madame à côté. D'accord, merci. Je suis Séni Amigo. Vous avez tantôt parlé de formation en termes d'innovation. Vous avez parlé de formation des jeunes par rapport à leur insertion. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pensé à les octroyer des stages après leur formation, puisque vous avez dit pour leur insertion, il faut de la compétence. Et pour cela, vous comptez former des jeunes que vous allez insérer lorsque le besoin se fera ressentir. Et par rapport à la formation, après la formation, qu'est-ce que ces jeunes font? Ils attendent lorsque le besoin se fera ressentir avant que vous les insérez, ou bien vous avez pensé donc à les octroyer des stages juste après leur formation. Donc c'était ça ma question. Merci. Merci. Allez-y. Alors, je voudrais réagir aussi rapidement, parce qu'on est vraiment, Monsieur Zongo, on va vraiment aller de façon directe tout de suite. 30 secondes pour vous, 30 secondes par là. Il est là. D'accord. Dans le code minier, les formations sont prises en compte. Et aujourd'hui, je voudrais dire que les minières ont déjà intégré les formations et les stages. Ils ont non seulement pris sur eux de mettre des vagues de formés ou de stagiaires pour 18 mois, pour les maturer. Mais ce qui est important, c'est qu'ils vont apprendre des choses, mais ils vont très vite acquérir la mentalité des minières, et c'est dans ce vivier qu'ils pourront probablement ponctionner des nouveaux travailleurs. Merci, M. Zonga. Rapidement. Ensuite, ce qu'il vient de dire, c'est pour assurer M. Yamouéo, comme il a si bien dit, le code minier tient compte effectivement de la formation. Mais vous formez et vous mettre en attente quand le besoin va se faire sentir, non, tel n'est pas le cas. Merci. Non, je vais terminer, c'est important parce que c'est une partie de ma pensée. Ce qui est important, c'est le fait qu'on puisse former des compétences qui puissent aussi prendre part à d'autres compétitions hors même du pays. C'est ça ce qui est essentiel. Merci, M. Dedob Zanga. Madame, vous avez la parole.
Okay, 30 secondes, s'il vous plaît. Ok, je suis Séraphine Zoma, chargée de projet à l'ONG ORCAD. Comme j'ai 30 secondes, je vais juste aller sur l'innovation majeure du code minier en lien avec la création de la réserve d'or. Vous avez tout à l'heure abordé le fait que tous les textes ne sont pas encore adoptés, je suis d'accord, mais je pense qu'il est important vraiment de rassurer l'opinion publique sur vraiment à quoi va servir vraiment cette réserve d'or et quel mécanisme est mis en place pour vraiment sécuriser ces ressources qu'on va collecter. Parce qu'on est en lien avec les communautés, on travaille avec eux. Quand on parle de réserve d'or, automatiquement, certains viendront à penser que est-ce que cela va vraiment profiter à la population? Est-ce que ça ne va pas peut-être au plus dans le futur profiter à juste une minorité de la population? Et une autre question, c'est par rapport au mécanisme de validation des projets financés avec les ressources du Fonds minier de développement. Donc ici, ma question est bien claire parce qu'avec notre président, on est depuis qu'il est arrivé au pouvoir, on est vraiment dans une logique de réduction vraiment des lourdeurs administratives. Et maintenant, on voit que le Fonds minier de développement doit être validé en Conseil des ministres. Avec tout ce processus qui est assez long, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à un moment à un retard dans le financement du développement local? Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Zoma. Merci. Allez-y, rapidement. Merci bien. Le quid de la réserve d'or, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça, c'est la vision de l'État. Je ne pense pas que je vous donne une idée générale. C'est-à-dire, quand on voulait prendre, effectivement, insérer l'élément dans le code minier, il faut se dire qu'il y a un travail préalable qui a été fait pour la constitution de la réserve d'or. Et on a tenté de faire un inventaire, une revue documentaire des pays qui en disposent déjà. Et quand on a la réserve d'or, on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec l'or. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Quand l'État a ça, oui, ça, pour le moment, en tout cas, les techniciens disent que, les experts dans le domaine disent que l'or, pour le moment, il ne se déprécie pas. Merci. Quand vous avez... Monsieur Traoré, s'il vous plaît, c'est important. Quand vous avez l'or... Donc, il n'y a pas de souci, je fais très rapidement. Donc, quand vous avez l'or, vous avez en tout cas une certaine garantie et ça vous permet effectivement, comme nous sommes actuellement, nous sommes en train de prendre à bras le corps notre souveraineté, le fait de disposer effectivement de cette réserve d'or-là, je pense que c'est un des éléments très importants pour affirmer notre souveraineté. C'est stratégique également pour les questions monétaires. Je ne voulais pas, comme vous dites que c'est 30 secondes. Allez, merci beaucoup. Dernière prise de parole ce soir, Jonas, vous avez 10 secondes pour clore. C'est pour dire que la réserve d'or, c'est un instrument politique, c'est un instrument économique, c'est un instrument de sécurité pour l'État, c'est un instrument de la santé pour l'État. Je pense qu'il faut comprendre ça comme ça. Quand le moment viendra un jour où le pays sera peut-être dans un état d'effondrement, c'est là que vous allez comprendre l'importance de cette réserve d'or-là. Donc c'est un outil extrêmement important. Je peux dire un mot pour terminer? Rapidement. Rapidement, on n'avait pas répondu à la question du jeune sur pourquoi on a réduit la superficie de 250 km² à 150 km². Alors, je voudrais dire que, en fait, ce sont les sociétés minières même qui nous ont donné cette occasion de le faire. Parce que dans la pratique, quand vous avez 250 km², il y a des taxes qu'on paie qu'on appelle les taxes superficielles. Mais la plupart, pratiquement, des sociétés minières, à un moment des entreprises de recherche là, à un moment donné, abandonnent une partie de la superficie. Et donc, quand vous abandonnez une partie de la superficie, vous ne payez plus les taxes de la partie abandonnée. Et quand on fait l'analyse, on se rend compte que la superficie réelle qu'ils occupent de façon générale, c'est dans l'ordre de 150 km². On s'est dit, mais pourquoi on va continuer à leur donner autant de superficie dont ils n'ont pas besoin? Donc on a réduit pour rester dans la proportion qu'ils utilisent le plus souvent. Merci à Jonas Hien, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci. Je rappelle rapidement que vous êtes le directeur des programmes de l'ONG ORCAD, l'organisation pour le renforcement des capacités de développement. Merci d'être passé ce soir.
Merci. Malheureusement, M. Zango, ça sera prochainement. Vous savez que vous êtes toujours le bienvenu à BF1. Ça sera dans un autre numéro, pas ce soir. Merci à Yves Zango, président donc, de l'Alliance des fournisseurs burkinabés de biens et services miniers. Merci à M. Tousma Tourobzanga. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Merci d'être passé ce soir. Merci également au chaleureux public. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout donc pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonsoir chez vous. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité. Bonne gouvernance. Ressources naturelles. Agriculture et élevage. Droits humains. Cohésion sociale. Corruption. Sécurité. Devoir de redevabilité.